Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors allez, pour le coup, on va parler du monde d'après, voilà. Émission. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez... Oui, forcément, vous avez un peu suivi ça, comme nous tous. Il y a eu plusieurs périodes dans cette histoire de monde d'après. Il y a eu le moment du confinement, là, on était tous là. Rien à faire, un peu à réfléchir, le monde d'après, chacun qui commençait à décrire son monde d'après. Et puis après, il y a eu le retour de bâton tout de suite. C'était, mais non, en fait, il n'y a pas de monde d'après. Le Covid ou la Covid, ce n'est qu'une accélération de tendance. Finalement, il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil. Oui, on a peut-être gagné 10 ans sur la digitalisation, 5 ans sur la transition énergétique, les mesures d'impact et toutes ces choses-là, mais il n'y a rien de fondamentalement neuf. Bon, il y a un économiste qui pense que, oui, il y a des éléments fondamentalement neufs, qui pense qu'on est en train de vivre un grand basculement. Il l'écrit, c'est le bouquin de Philippe de Sertine, avec lequel on va discuter pendant un long moment. Et puis ensuite, on continuera. Alors, celui-là, c'est le monde d'après, mais qu'on connaissait avant. C'est l'informatique quantique. Et vous allez voir, on a... ingénieur français qui a une capacité formidable d'ailleurs à nous décrire ça avec les mots de tous les jours, j'ai presque envie de dire. Et surtout, cette espèce de révolution informatique, il nous dit que la France a toutes les chances encore aujourd'hui de la gagner. Allez, c'est parti. Mais donc, on démarre avec Philippe de Sertine, l'économiste, le professeur de finance, le grand basculement. Donc, Philippe, hein, voilà le titre de votre bouquin. Et vous croyez au monde d'après? Bonjour Stéphane. Mais vous y croyez furieusement. Alors, je vais lire, hein, parce que... Et là-dessus, on va... Vous y croyez furieusement. Donc, le capitalisme pourrait retrouver un fonctionnement plus vertueux, plus logique, dès lors que s'amplifie une révolution technologique susceptible de modifier totalement et positivement le mode de vie des êtres humains. Le conditionnel n'est plus de mise depuis le Covid. Cette révolution existe. Elle promet d'être d'une ampleur considérable. Oui, je crois que vous voyez, quand vous êtes en train de dire vous y croyez, mais je dis, mais c'est même plus la question. Il a commencé, il s'accélère. Et je crois vraiment que nous sommes à un moment absolument tournant de l'histoire. Il va falloir me convaincre parce que je n'ai pas été à fond convaincu en lisant le bouquin. Alors, donc je vais vous reprendre, on va reprendre un certain nombre de chapitres, mais nous sommes déjà dedans. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez besoin juste d'être convaincu, vous regardez les marchés financiers. Vous me direz, les marchés financiers disent pas toujours le vrai, mais c'est impressionnant la manière dont les marchés financiers ont évolué, notamment depuis 1 an et demi, c'est-à-dire depuis le début du confinement, c'est-à-dire l'idée que la valeur va à la data en ce moment. C'est-à-dire que la data, c'est en réalité l'ouverture de ce nouveau monde du point de vue très, très concret. Et l'idée du livre, effectivement, c'est non seulement avoir la vision la plus large possible, on pourra évoquer quand même la question du monde d'après, juste, c'est l'idée que... Ah mais on a une demi-heure, là, voilà, on va l'évoquer. C'est aussi que l'Occident est aujourd'hui dans une idée de substitution de leadership, on va dire, pour pas dire déclin, parce que le mot m'embête plus, mais enfin, on va dire, on est dans l'arrivée de la Chine et de l'Asie. Ça, le monde d'après, on y est déjà, mais on est dans un monde d'après aussi, beaucoup plus fondamentalement, dans la façon de vivre, dans la façon de produire, dans la façon d'envisager la valeur économique. La valeur économique aujourd'hui, la valeur du PIB, n'a jamais été aussi remise en question. Ouais. Nous sommes à 2 doigts, effectivement, d'avoir un recalcul complet de la façon dont on va représenter la croissance. Prenons parce que vous avez une phrase formidable. Alors, mais vraiment, enfin, c'est quelques mots. Celle-ci vous a convaincu. Non, mais parce que tout à coup, c'est ce qu'on essaye de concevoir, vous le concevez en une phrase. Nous vivons, alors nous, monde occidental évidemment, ouais. Une sorte d'aboutissement stérile de la richesse. Oui. C'est magnifique, Philippe. Oui, merci, mais vraiment, merci. Aboutissement stérile de la richesse, ce qu'on appelle en économie les rendements décroissants. C'est ça, en fait, le monde dans lequel on est rentré un petit peu. Oui, même peut-être au-delà. J'utilise beaucoup l'histoire dans le livre. Énormément. Je fais beaucoup d'allers-retours. Vous allez voir, on va apprendre plein de trucs. Je fais beaucoup d'allers-retours dans le passé, non pas en disant c'est une reproduction du passé, parce que la pire des choses avec l'histoire, c'est imaginer qu'elle va se reproduire. Sinon, ce serait trop beau. On aurait déjà tout inscrit. Non, elle est à chaque fois l'histoire utile pour les leçons qu'elle nous apporte par rapport à une situation totalement différente, totalement inédite, qui a tendance effectivement aujourd'hui à nous désarçonner. Oui, je pense qu'on est à un aboutissement stérile de la richesse, pour reprendre cette formule qui mais la mienne. Elle est magnifique. Mais non seulement parce que vous évoquez par les rendements décroissants, mais par un élément, à mon avis, beaucoup plus important, c'est le fait que ce déclin de l'Occident fait qu'en Occident, on produit de moins en moins de richesses. Et ça, depuis 30 ans. Et on va dire la crise de 2008 est déjà, en réalité, une crise provenant de cette diminution de la création de richesses par l'Occident. Et
en face, on va dire, pour essayer de compenser, pour essayer de conserver un peu notre avance, eh bien, nous émettons de la monnaie. Et là, ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que, on va dire, tous les grandes fins d'empire, et d'empire mondial, je parle, hein, effectivement, le premier empire mondial, c'était l'empire espagnol du siècle d'or. Eh bien, alors là, ils produisent de la monnaie parce que la monnaie, l'or arrive d'Espagne, du Nouveau Monde. Ça, je pensais pas qu'on... Mais c'est 1560, vous racontez... Ouais. Je ne savais pas ça. Ouais, c'est incroyable. Racontez l'effondrement de l'empire espagnol. L'effondrement de l'empire espagnol, c'est que, en fait, tout le monde s'arrête de travailler et de produire. Pourquoi ? Parce que l'argent est gratuit. Quand je dis l'argent, d'ailleurs, c'est l'argent et l'or. Vous savez, c'est ce fameux film. C'est l'or qu'on ramène des conquêtes, c'est ça ? Bien sûr. Donc, oui, qui arrive allez, c'est même plus la conquête, maintenant, c'est la colonie américaine. Vous avez les galions d'or qui arrivent tous les jours, qui débarquent de l'or. Hein, je raconte effectivement les multiplications par 3, par 5, par 8 des stocks d'or et d'argent en circulation. Résultat, il y a tellement de monnaie que les gens se disent qu'ils sont riches. Ils sont riches parce qu'ils ont de la monnaie. Enfin, vous voyez évidemment là le parallèle avec notre époque. Mais non, parce qu'ils ont de l'or là à ce moment-là, donc ils sont vraiment riches. Mais non, ils sont pas riches si vous produisez rien avec. Vous voyez, c'est le fameux film la folie des grands d'or, de l'or, Monsignor. Oui, absolument. Vous voyez, les gens meurent d'avoir trop d'or, c'est-à-dire ils ont de l'or, ils s'imaginent qu'ils peuvent s'arrêter de travailler. Pire encore, ils peuvent s'arrêter d'investir, ou plus exactement, ils n'investissent plus que dans les véhicules qui ramènent l'or, c'est-à-dire, en l'occurrence, non pas les véhicules de notre époque, hein, c'est-à-dire les véhicules financiers, mais les galions. Et donc vous êtes dans une approche totalement stérile qui va faire s'effondrer sur elle-même l'Empire espagnol. Parce ce qui est intéressant... Et vous dites, on a un problème. Et vous dites, c'est l'amiral de l'époque a le rôle du banquier central aujourd'hui. Exactement, c'est ça, exactement. C'est lui qui apporte l'argent. Donc on se dit, cet homme-là, il nous apporte la richesse. Non, il apporte l'argent. Ça n'a rien à voir. Si vous avez de l'argent mais pas de richesse, votre argent vaut rien. Et donc là, on est bien dans la question qui se pose actuellement. Effectivement, quand on va dire les taux sont à zéro, l'argent est gratuit, on met de l'argent, alors que l'Occident ne produit plus. C'est l'Occident qui met le maximum de dette. Eh bien, nous sommes effectivement au bout d'un processus. Et quand on rapproche à d'autres époques, j'évoque aussi l'époque de l'Angleterre, grande dominatrice du 19e siècle, on a la même chose. La finance qui domine au moment où vous produisez plus de richesse. Eh bien, nous sommes exactement à ce point-là aussi, nous, occidentaux. Philippe, tu contestes cette idée qui est quand même maintenant à nouveau aux États-Unis, en partie d'ailleurs provoquée par les baisses d'impôts de Trump, à nouveau une augmentation de la productivité, que l'Amérique se soit remise quand même à produire un petit peu plus que ce qu'elle pouvait faire il y a 10 ans ? Alors heureusement, un peu plus, parce que vu, on va dire, la trajectoire qui était la sienne, il valait mieux qu'elle réagisse rapidement. L'Amérique est différente, enfin les États-Unis sont différents de l'Europe, pour une raison à mon sens fondamentale, c'est qu'aux États-Unis, ils misent massivement sur l'économie de demain, notamment sur la data. Ça, c'est un grand élément fondamental qui a dopé le marché Nasdaq, le Nasdaq que nous n'avons pas en Europe. Les États-Unis ont des géants de demain, nous n'en avons aucun. Ouais. Les États-Unis ont des entreprises à 1000, 2000 milliards de capitalisation. Nous, en Europe, la plus grosse capitalisation que nous ayons, c'est 270 milliards. Et c'est LVMH, le luxe. Alors, super, parce qu'on va en Asie avec le LVMH. Mais malheureusement, on voit bien la capitalisation. Quand on dit, oui, super, hein, vous allez pouvoir vendre un petit peu de sac Vuitton, il est clair, ou Chanel, ou je ne sais pas quoi. Il est clair, c'est pas notre marché qui va l'alimenter, c'est pas notre consommation intérieure. On voit bien, là, tous les sonflements, on va dire, des anciennes puissances dominantes. C'est plus chez elles que ça se passe. Mais si vous arrivez, effectivement, à vendre ailleurs, alors là, ça va. Donc, on est bien dans cette idée-là où, je dirais, du point de vue global de l'économie d'avant, de l'économie issue des deux grandes révolutions industrielles et particulièrement, on va dire, du modèle créé à partir de la Seconde Guerre mondiale, là, on va dire, l'histoire est déjà faite. Oui, non, la baisse de productivité, c'est fini, ça. On n'en parle même plus parce que nous sommes dans un autre monde qui commence. Ça veut dire que, bien sûr, que les Américains, comme nous, sont dans une logique où si nous ne regardons que le rétroviseur, on va dire, c'est tragique. On a, et d'ailleurs, mes collègues américains sont tellement imprégnés. Et là, je parle aussi de la pensée dominante, des élites dominantes. Ça, vous le revoyez dans le passé. Les gens qui ne se regardent qu'eux-mêmes et qui disent, vous savez, ça va être la stagnation séculaire. Attends, Philippe, on a le temps, donc nous à chaque fois un tiroir, parce que ça aussi, c'est un tiroir que je voulais ouvrir avec vous. Restons sur la data. Ouais. Mais la data, il y a 15 ans que j'entends parler de la data, Philippe. C'est-à-dire que Google, Apple, Amazon, ce sont des géants du monde d'avant.
Oui. Si on a un monde d'après, post-Covid, c'est pas ces entreprises-là qui vont construire ce monde d'après. Alors ça, c'est intéressant. Ou dans votre... Alors, c'est quoi votre entièrement idée? d'accord. C'est-à-dire, en réalité, non. Ils sont de la première génération. Comme le digital, c'est pareil. Depuis 15 ans, cher Stéphane, bien sûr. De toutes les émissions que vous faisiez, il y avait des gens qui vous disaient la révolution digitale. Oui, non, sauf qu'il s'est passé Covid. Il s'est passé Covid, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand on a arrêté l'économie, alors là, c'était un test qu'on pensait jamais faire du point de vue de l'économie mondiale, on l'arrête, et là, on a une réinvention en direct, une réinvention bricolée d'ailleurs, parce que s'il n'y avait rien de vraiment prêt, tout d'un coup, on voit ce que ça veut dire le digital. Ouais. Ça veut dire le digital, ça veut dire tout d'un coup que vous déplacez plus. C'est ça l'élément fondamental à mon avis, c'est-à-dire que vous réinventez la manière de fonctionner dans le service. Alors vous allez dire, ah oui, mais il y a le reste. Non, attention, 75% du PIB aujourd'hui mondial est dans le service. Et plus ça va aller, plus ça va monter. Pourquoi ? Parce que la population mondiale vieillit. Or, plus nous vieillissons, plus nous consommons du service. Oui, mais et moins de la production industrielle. Tu dis assez justement d'ailleurs. Bon, oui, il y aura moins de déplacements, ok. Non, mais plus de déplacements du tout. Là, mais non, pas plus de déplacements du tout, Philippe, personne n'en veut. Non, mais oui. C'est ça la leçon qu'on est en train d'apprendre là. C'est que les gens ont envie de retourner au bureau. Stéphane, stop, attention, là on parle des vieux. Hein. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui ont moins, on va dire plus de 25 ans. Non, mais tous ont envie de revenir dans le monde d'avant. On a une force de rappel très très forte, ça on est d'accord. On a toujours ça à chaque révolution industrielle ou chaque révolution technologique. C'est pas confortable. On préférait avant, on avait nos repères, non seulement nos repères de vie, mais même nos repères de structure de société. Ce que j'évoque, c'est-à-dire évidemment que les premiers à dire ah non, on veut pas du monde d'après, c'est les élites. Pourquoi ? Parce que le monde d'après, c'est eux qui ont fait. C'est comme ça qu'ils sont devenus des élites. Ils seront victimes. Et donc absolument. Toutes les élites, quelles qu'elles soient, politiques, économiques, syndicales, tout le monde dit oh là là, non. Mais alors, on l'a vécu dans nos entreprises. Stéphane, on l'a vécu dans nos entreprises. C'est les gamins qui voulaient retourner au bureau. C'est eux qu'on devait pousser dehors en disant vous n'avez pas le droit. Mais Stéphane, juste, attention, c'est l'élément par lequel je commence. Dérèglement climatique. Non, attention là, on n'a pas le droit du reset, on n'a pas le droit de recommencer comme avant. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes dans une situation intenable. Et d'ailleurs, Covid nous a démontré que le problème était bien le modèle économique. Ah, ça c'est clair. Que le modèle économique, ça on a vu tout de suite, ça s'améliore. Donc on va dire les tenants extrémistes. Quand l'économie s'arrête, la pollution s'arrête. Voilà. Ça là-dessus, vous commencez votre bouquin là-dessus, c'est effectivement incontestable. Les jeunes extrémistes aujourd'hui qui diraient, vous voyez, c'est bien le problème, donc il faut arrêter la croissance complètement. Et même quand on va encore plus loin, vous avez les jeunes super extrémistes qui disent d'ailleurs, il faut que l'humanité disparaisse pour que la planète continue. Donc effectivement, ce serait une solution. Le livre dit qu'il y a peut-être une alternative. Hein, donc, mais je crois que par rapport au nouveau modèle, et c'est là où, du point de vue historique, on est dans une situation qu'on n'a jamais vue. On a un modèle économique qui ne marche pas à 8 milliards. Il a marché à 500 millions, 8 milliards d'habitants sur Terre. Ah oui, 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. 8 milliards aussi, répandus sur la planète. À 8 milliards d'habitants sur Terre. Il ne marche pas, et on va vers les 10 milliards d'ici à peu près une vingtaine d'années, on va une trentaine d'années, allez, on va voir. Mais de toute façon, à 10 milliards, il marchera encore moins qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement que nous sommes dans une situation où il faut inventer, il n'y a pas le choix, un autre modèle. Et l'autre modèle, alors on est en train de dire, bah oui, on va faire des voitures avec de l'électricité, on va essayer de produire un peu moins, on va essayer de consommer un peu moins. C'est-à-dire qu'on est en train, nous, occidentaux, de dire non, c'est vrai qu'on a un rôle tellement épouvantable qu'on va essayer d'atténuer notre rôle. Mais on n'est absolument pas en train de proposer un modèle pour 8 milliards d'humains. Absolument pas. On voit bien que quand on parle de 8 milliards d'humains, nous avons effectivement, allez, on va dire 7 milliards de non-occidentaux, disons, allez, 5 milliards de gens pauvres. Pas très pauvres, hein, parce que la pauvreté, l'ultra-pauvreté recule, elle a juste encore un tout petit peu reprogressé pendant le Covid, mais elle recule vraiment. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs ? Ce qui veut dire que quand vous êtes plus ultra pauvre, quand vous avez un peu plus d'1,90$ par jour pour vivre, d'accord, hein, là on est dans la vraiment, eh bien immédiatement vous gagnez en espérance de vie, vous gagnez des espérances de vie par année. Donc on revient à mon problème de tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup la population mondiale vieillit. Tout à fait. Et donc ça veut dire que le modèle que nous devons proposer est un modèle qui puisse fonctionner pour 8 milliards. D'autant plus que nous, occidentaux, allons être très très vite derrière et plus devant, pas en charge de conduire la voiture. Donc là on va, enfin si je puis dire d'ailleurs. Donc là, vous voyez, quand on est en train de dire... Philippe, on va... ça... Non, mais vous voulez revenir au bureau, ce n'est pas possible. Mais personne n'ira vous contester là-dessus. Le sujet, c'est que je ne vois pas, et je n'ai pas vu dans votre bouquin, qui est alors hyper pédagogique, énormément d'histoire, on va en reparler, j'ai pas vu les germes. Ah bah si, pourtant je vais vous les donner. Alors allez, non mais comment faire en sorte que notre comportement change quand on a tous envie, absolument non, pas tous. Non, c'est pas vrai.
Non, Stéphane, je suis désolé. Tourner la page de ce Covid. Oui, non, mais tourner la page, ça ne veut pas dire revenir à la page d'avant. Et ça, pour le coup, justement, c'est ça le grand changement. Tu ne pourras pas forcer les gens, Philippe. Non, mais c'est pas la question, justement. C'est ça l'élément fondamental. Même discussion avec Jean Covici. Vous ne pouvez pas forcer les gens à ne pas consommer. C'est pour ça que Covid a été une expérience absolument inouïe. Parce que les gens, les vrais gens, la base, vous, moi, on a commencé à vivre différemment. Jusqu'à maintenant, on disait en théorie, il va falloir qu'on vive différemment. Mais tout le monde disait. Pas aimé. Mais vous rigolez quoi? Vous avez adoré vivre? Non mais vous êtes en train de voir ce qui se passe là aujourd'hui. Vous êtes en train de vous rendre compte que là, par exemple, juste sur la France, mais je vous parle au niveau mondial, vous avez toutes les villes moyennes qui voient leur immobilier qui monte. À votre avis, pourquoi? Parce que vous avez tous les Parisiens, en particulier jeunes, qui peuvent, on est d'accord, faut pouvoir, qui sont en train de dire je pars. Vous avez noté quand même les entreprises qui sont en train de dire oui, je vais découper en deux pour le moment les immeubles que je reçois. Là, on est en train de dire il va falloir avoir des approches dans lesquelles on propose au moins la moitié du temps en télétravail. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est lancé. Énorme, Philippe, c'est pas énorme. Pas du tout. Ça veut dire que nous sommes lancés dans un processus qu'on n'arrêtera pas. Je vous le dis vraiment parce que j'avais déjà travaillé là-dessus il y a 10 ans. En vérité, je vous le dis. Oui, c'est pour ça que j'ai souri. C'est pour ça que j'ai souri. Ça avait un côté un peu prophétique. Mais là, c'est même pas prophétique parce qu'on est bien dans une vague qui est lancée. Dans une vague qui est lancée par la base, c'est-à-dire la plus puissante qui soit. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Allemagne, c'est pas qu'aux États-Unis. Je respecte ça. C'est le truc le plus passionnant. Je l'ai beaucoup dit ici. Si tu tires le fil du télétravail, tu es saisi de vertige. C'est sur tout ce que ça change. Sauf que je constate, et alors on a ici les professionnels de l'immobilier qui nous en parlent évidemment, les professionnels des services généraux qui nous en parlent évidemment. Je constate que si tout cela bouge, ça mettra des dizaines d'années à bouger, Philippe. Covid. Or, ton urgence écologique ne peut pas attendre des dizaines d'années. On est d'accord. Sauf que Covid a montré que c'était pas des dizaines d'années qu'il fallait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est inventé. Tu penses que c'est une dynamique qui est partie et qu'on n'arrêtera pas? Absolument. Et je crois que cette dynamique, on ne mesure pas encore à quel point elle va nous obliger à basculer littéralement. Et là, pour le coup, il y a un gros avantage à la situation actuelle, qui est l'autre élément que j'évoque, c'est le niveau de dette. Ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire on est dans une situation qui est intenable d'un point de vue économique. Et là, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas banquier central, je ne suis pas responsable d'un marché financier, je ne suis pas grand banquier ou grand assureur, je ne suis pas président de la République. Je peux me permettre de dire la vérité. Là, pour le coup, on en est sûr. Au niveau de dette que nous avons, avec le niveau de croissance qui est en face, avec la croissance traditionnelle, ça ne marche pas. C'est-à-dire soit on est obligé d'avoir un énorme reset, c'est-à-dire une inflation, soit on est obligé d'avoir une énorme crise financière, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement exclu, on peut l'avoir un peu plus vite qu'on pensait. Il y a 10 ans qu'on se parle avec grand plaisir. Il y a 10 ans que tu me dis que le niveau de dette est intenable. Oui, et ça fait 10 ans qu'on l'accumule et qu'on l'augmente. Et qu'on tient avec, et que même on peut en rajouter 20% à l'échelle mondiale. Et Stéphane, on revient toujours à ma question historique. Oui, quand on est sur 10 ans, on dit « Ah, vous vous rendez compte, c'est tellement long, 10 ans. À notre époque, on te calcule en secondes. » Non, quand vous êtes en train d'avoir juste une focale un peu plus longue, vous voyez que des situations comme ça, on en a connu dans le passé. Les Espagnols, quand ils avaient leur argent gratuit, ils étaient persuadés qu'ils avaient trouvé la solution pour être maître du monde. 1560, et oui, et d'un seul coup, eh bien, vous êtes rincés. Nous sommes dans une situation où, objectivement, je sais bien que ça va faire mal à la tête aux gens qui nous regardent, qui sont en train de bosser et tout, mais objectivement, quand dans votre pays, quand dans votre zone, on produit de moins en moins de richesses, on produit que de la dette, et on vous explique, alors en particulier en France, on vous explique que vous inquiétez pas, le banquier central va continuer comme ça, mais oui. Et il le fait de façon absolument pas linéaire et absolument pas, on va dire, répartie de façon égalitaire. Philippe, votre système est mort. Votre système est mort. Alors ça pourrait être paniquant. Sauf que nous sommes dans un moment de rupture qui va permettre de remettre les choses en place. Ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi, Stéphane, je pense qu'il faut vraiment vous convaincre qu'on ne parle pas d'un truc lointain là. Ce qui se passe actuellement, c'est que la finance mondiale qui gère les milliers de milliards de dollars, les trillions qui sont en train d'arriver sans cesse, qui nous font monter les marchés de façon complètement aberrante. On est dans des bulles absolument incroyables. On a la plus grosse récession depuis l'après-guerre et encore la plus grosse récession en temps de paix. On est avec des marchés qui sont dans des niveaux totalement délirants. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les financiers du monde, les investisseurs du monde, ils arrêtent d'investir dans de l'euro ou du dollar. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un problème. Les financiers du monde vont regarder... attendez la fin, Stéphane. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Stéphane, juste, vous attendez la fin, vous êtes en train de regarder les Échos toutes les semaines, notre bon journal, ou le Financial Times, qui vous parle quoi ? Finance d'impact.
C'est-à-dire quand vous êtes en train d'investir dans de l'impact, toute la finance mondiale est en train de se tourner vers l'impact. L'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne cherche pas de l'euro ou du dollar parce que de toute façon, je sais que ça ne veut rien dire. En revanche, de l'impact, ça c'est du concret. C'est ça que me demandent mes clients. Ils me disent, dans quoi tu investis? Oui, je vais t'expliquer combien ça te rapporte en pourcentage. Non, je ne veux pas savoir. Les taux sont aberrants, la liquidité est aberrante. Dis-moi réellement dans quoi tu investis. Et là, on dit en ce moment, maintenant, l'impact. Je vous répète, c'est en train de monter comme une vague incroyable. Et ça fait un an, hein, ça fait pas longtemps. C'est-à-dire que Covid a accentué les choses. Là, il y a une accélération là-dessus, j'ai aucun doute. Phénoménal. Tu as absolument raison. Phénoménal. Mais ça va. Alors, j'ai pas le chiffre en tête. Malheureusement, je pensais pas qu'on partirait là-dessus, mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, on va prolonger un peu plus longtemps cette discussion. Mais c'est quoi? C'est, allez, 5-6% aujourd'hui de l'investissement du monde qui se fait en impact. Non. T'en as encore plus de la moitié. T'as encore aujourd'hui. Stéphane Soumier, non. Mais Stéphane Philippe Soumier. de Sertine, les États européens ont émis combien? Vont émettre, allez, 500, 1000 milliards de dettes encore sans doute cette année. Ce que je dis dans... Elle va être avalée, cette dette, par la finance mondiale. Et la Banque Centrale Européenne n'a même pas énormément d'efforts à faire en ce moment. Ce que je dis, la question de l'État, on s'en fiche parce que le financement public dans des moments comme ça n'a pas d'intérêt. En revanche, ce qu'on voit dans tout le financement privé, et là pour le coup c'est vraiment la spécialité qui est la mienne, en dehors d'écrire des livres, je suis en train de travailler par exemple sur les questions d'impact. Je vais faire, vous voyez, le Forum pour l'investissement responsable va nous demander à la fin du mois de juin de faire une simulation en disant on a des fonds, mais là quand on parle des fonds, on parle des grands gestionnaires de fonds. On parle des gestionnaires de fonds qui gèrent des trillions. Ils sont tous en train de dire non, c'est pas verdissement partiel, c'est pas 6%, c'est 100%. C'est-à-dire qu'on est plus... BlackRock va mettre 100% de son investissement dans des actifs à impact. Exactement. Enfin, en tout cas... Mais dans 20 ans, Philippe, pas maintenant. Non, Stéphane, vous vous rendez pas compte ce qui est en train... Là, c'est le problème des économistes en général, c'est que vous n'ouvrez pas les fenêtres sur le monde de la finance. Le monde de la finance, c'est là, et c'est d'ailleurs, je fais une plaidoirie à la fin en disant, je dirais, c'est pas le monde de la finance qui est fou. D'ailleurs, je dis, c'est même pas le capitalisme. On n'est pas en capitalisme. On n'est pas en capitalisme. Quand vous êtes en train d'injecter la liquidité pour que les marchés montent sans cesse, on n'est ni dans de l'économie libérale, non du capitalisme. On est dans la fin d'un empire occidental qui fait effectivement ce qu'on a vu dans toute la fin des grands empires, faire de l'artificiel pour essayer de laisser penser qu'il est toujours dominant. Mais dans ce moment-là, vous voyez quoi en ce moment? Vous voyez toute la finance mondiale qui est en train de se tourner. Alors on va appeler ça green, développement durable, tout ce que vous voulez. Non, c'est très bien. Impact. C'est le mot générique aujourd'hui. Exactement. Eh bien là, on voit que les gouvernements... Philippe, mais le gouvernement, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Rendons hommage à la merveilleuse Olivia Grégoire qui était à votre place hier, qui a lancé sa plateforme. Qui a lancé sa plateforme impact.gouv.fr. Voyez. Non, super, bravo. Mais c'est vous dire si votre terme il est générique et compris maintenant. Mais voilà, on est d'accord. Mais sauf que de l'autre côté, on n'est pas justement dans le truc un tout petit peu comme on a eu les green bonds, que j'évoque aussi à un moment donné. Ces éléments, au départ, on disait, tiens, on va essayer de changer le monde. Alors quand vous êtes à 250 milliards de green bonds sur 250 000 milliards de dettes, vous dites, oui, ok, il faudra 100 ans. Et là, vous avez la pauvre Greta Thunberg qui pleure à la tribune des Nations Unies en disant, mais vous vous rendez pas compte, qu'on a des accidents climatiques de plus en plus fréquents. Donc là, on est avec un changement d'une profondeur incroyable qui s'accélère parce que la base y va et qui va s'accélérer encore parce que tous les investisseurs du monde n'ont plus le choix. Ils y vont tous. Et là, pour le coup, c'est vraiment le monde de la finance que je connais bien. Je peux vous garantir que depuis un an, c'est incroyable. Et de ce point de vue, l'Europe... formidable. Dites, mon livre, il est formidable. non, il est optimiste. On a du mal à... Il est optimiste, mais simplement, effectivement, vous devez tout rallier. En gros, et c'est la petite frustration qu'on a, mais en même temps, c'est fait pour... faut lire le deuxième livre qui viendra après. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez conclure sur aucun chapitre, en fait. Notamment, prenons un peu le temps de... Parce que si on est sur un déclin de l'Occident, Non, stop, c'est pas si on est. On est sûr. On est sûr. Alors là, ça y est, et je vous rappelle, Stéphane Soumier... Un effondrement de l'Occident. Mais non, c'est pas un effondrement. C'est pas... L'Asie est le premier producteur de pipe du monde. Mais la Chine n'est pas dans un état bien plus enviable, Philippe, à vous lire. Vous avez vu ce que je dis, effectivement. Je dis la Chine a accepté d'être leader mondial. Ce qui, dans son histoire, toujours pareil aussi, mon retour historique est important par rapport à la Chine. Très souvent, dans l'histoire, la Chine aurait pu prétendre, elle ne l'a pas voulu. Là, cette fois-ci, elle le veut. Simplement, elle est face à un double problème.
le problème qui vient d'être évoqué, j'ai évoqué dans le livre, mais enfin, qui est connu depuis longtemps, qui est le problème de sa démographie. Ah oui, et puis là, il est... Ah, ça, c'est extrêmement grave. Mais on va... critique. Oui, enfin bon, attendez, il est critique en Occident aussi, il ne faut rien exagérer. Je vous rappelle, il faut exagérer pour la Chine, mais nous, Occidentaux, nous avons 329 millions d'Américains contre 1,4 milliard de Chinois. Je veux dire, la course, elle est perdue depuis longtemps. Qui seront 700 millions, c'est quoi le chiffre que j'ai vu? Qui seront 700 millions dans 50 ans, c'est ça le truc? On est d'accord. Avec donc ce que j'évoque, la vraie lutte du pouvoir, qui est d'ailleurs celle qui obsède le pouvoir chinois aujourd'hui, on l'a vu dès l'été dernier à des signes très concrets, c'est-à-dire des signes militaires, la vraie lutte du pouvoir, elle va se faire avec le numéro 2 en termes de démographie, qui s'appelle l'Inde. Ah ça, l'Inde, oui, ça c'était un pays... Attention, qui n'est pas dans un état bien plus engageant. Il y a un problème de Covid aujourd'hui, effectivement. Il n'y a pas qu'un problème de Covid, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de religion, il y a un problème... Vous gérez 1,3 milliard de personnes, juste vous vous rendez compte, notre prof président qui doit gérer 65 millions de Français, comment il a des problèmes? On est avec une autre dimension, là, ça c'est clair. En revanche, l'Inde, je vous rappelle, est devenue 5e puissance mondiale. Ils étaient sur une base, avant la relance de l'épidémie, à 12% de croissance. Ça veut dire qu'ils vont bouffer le 4e, l'Allemagne, à toute vitesse, et le Japon ne résistera pas. Philippe, alors tu le sais d'ailleurs, c'est une des grandes inconnues de la mondialisation. Une immense inconnue de la mondialisation, c'est est-ce qu'on peut prolonger les courbes? Est-ce qu'effectivement, si vous regardez le développement de l'Inde, vous prolongez les courbes et vous dites ce que tu viens de dire? Moi, j'ai des témoignages de chefs d'entreprise. Oh, je me souviens d'un notamment, je peux le citer, c'est Laurent Burel, parce que c'était... Il y a presque plus de 10 ans. Vous connaissez Laurent Burel, Plastic Omnium. Bien sûr. Laurent Burel qui désinvestit l'Inde. Je dis, mais Laurent, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes fou? Il me dit, c'est ingérable. Je vais le dire avec un peu de brutalité, pardon, hein, mais c'est comme ça. Vous voulez pousser un mur. Il y a une vache qui est là où vous voulez pousser votre mur. Vous ne le pousserez pas, votre mur, tant que la vache est là. Oui. Il racontait la question de l'embauche. C'était il y a 10 ans, on est d'accord. Est-ce que ça a vraiment changé? Il racontait la question de l'embauche, avec les différentes catégories de personnel que vous deviez respecter dans les questions d'embauche. Est-ce que ça a vraiment changé? Non, mais j'ai pas l'impression... Non, mais Stéphane, vous vous rendez compte quand on est en train de parler du contexte français, où là, quand vous allez dire « chez nous, au moins, c'est beaucoup plus simple ». Pardon, vous rigolez ou quoi? Vous n'avez pas des intouchables quand même, vous voyez Ah si, on a des intouchables chez nous, ça je vous garantis. Oui, hein, donc, si vraiment vous êtes en train de faire des liens, là, si vous êtes vraiment en train de dire à quelqu'un qui veut embaucher en France, en disant « vous savez, en Inde, c'est compliqué », probablement il va rire, hein, honnêtement. Donc nous, Français, on est mal placés. Vous n'avez pas tort. Non, mais attention, l'Inde... quand même un chef d'entreprise français. L'Inde, il y a 15 ans, donc il y a 10 ans, c'était pas encore perceptible, a fait un choix politique extraordinaire qui est le choix, justement, de la nouvelle valeur, de la data. Tous les codeurs du monde aujourd'hui, c'est-à-dire, on va dire, le prolétariat du codage. Hein, donc, prolétariat du codage. Oui, mais on a besoin de cerveau. Hein, vous savez, c'est pour ça ce que je vous disais. L'évolution qu'on est en train de connaître, quand aujourd'hui on a cette valeur qui se porte sur la data, soyons très clairs, c'est irréversible. C'est le nouveau modèle et ça y est, on est dedans. La guerre est déjà une guerre autour de la data. Les vrais investissements militaires aujourd'hui qu'il faut faire, c'est pour essayer de lutter contre les risques que nous avons sur nos réseaux. C'est beaucoup plus important que les risques de bombardement sur nos usines. Donc nous sommes aujourd'hui déjà dans ce monde-là. Bien, le codage, l'Inde a fait ce choix-là. C'est un choix qui a été un choix incroyablement pertinent parce que tous les codeurs de bas étage aujourd'hui sont indiens. C'est un choix que n'a pas fait la Chine. La Chine est toujours sur un modèle. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la deuxième faiblesse après la démographie de la Chine, c'est que sa puissance, sa montée en puissance, et elle va pulvériser la croissance américaine, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute, d'autant plus que la croissance américaine est dopée par de l'argent fou, de plus en plus, y compris depuis M. Biden. Mais c'est pas un problème, on va dire, pour les Chinois. Ça, de toute façon, ils savent que ça va se produire. Le vrai problème des Chinois, c'est que leur puissance, elle est fondée sur l'industrie, sur la production physique, c'est-à-dire sur le rétroviseur, sur le monde d'avant. Moi, j'ai l'impression... L'Inde est déjà dans la logique, on va essayer de se développer sur là où il faut, c'est-à-dire sur le monde d'après, sur la data, etc. Enfin, Philippe, regardez comment ils sont emportés par le Covid, regardez la désorganisation. Mais bien sûr, évidemment, c'est un pays qui a aujourd'hui un PIB un peu plus important que le PIB français pour 1,3 milliard. 1,3 milliard, c'est-à-dire avec une croissance démographique. Alors, bien entendu, qu'est-ce que vous pensez que ce sera différent? Parce que... C'est très très intéressant ce qui se passe en Chine en ce moment. Toute cette affaire autour des semi-conducteurs, déclenchée d'ailleurs par Donald Trump. La Chine qui tout à coup est bien obligée de révéler qu'elle n'y est pas, qu'elle a énormément de retard sur... Nous non plus.
Nous non plus, mais on parle de la Chine, là. Oui, c'est les Coréens et les Taïwanais, hein, c'est-à-dire les Américains. Les Asiatiques. Non, les Américains sont Nvidia. ils sont très très en retard sur les technologies de demain là-dessus. C'est-à-dire ils sont eux aussi avec le rétroviseur. Alors vous me direz qu'ils sont mieux que nous Européens. Ça, on est d'accord. Nous on vient de dire il va falloir peut-être qu'on envisage une usine. Mais c'est trop tard. Je veux dire, mais c'est trop tard. Ouais. Vous voyez. Et là vous êtes bien sur toutes les technologies. Mais attendez, je veux finir. Allez-y. La façon dont ils dévorent leurs enfants, la façon dont ils traitent Jack Ma et l'ensemble de ce qu'il a fait aujourd'hui. Enfin. Tout ça vous montre quand même que, et d'ailleurs vous l'écrivez vous-même dans votre bouquin, les investisseurs ont un gros problème avec la Chine parce que vous avez une série d'inconnus juridiques et politiques qui freinent énormément l'investissement, Philippe. Entièrement d'accord. C'est-à-dire ce que je vous dis, c'est qu'on rentre dans un autre modèle de pensée et dans un modèle de structure de croissance extrêmement forte, extrêmement compliquée à gérer pour 1,4 milliard de personnes, pour 4,3 milliards d'Asiatiques. Le problème de la Chine, c'est tout de suite l'Inde, ce sera très rapidement l'Indonésie, ce sera très rapidement d'autres pays à démographie extraordinaire que nous ne regardons même pas d'ailleurs, on ne savait même pas qu'il existe, du type Bangladesh, etc. C'est-à-dire des pays qui vont avoir un potentiel de développement extraordinaire. Et ce que je dis d'ailleurs, c'est que là encore, alors là, si je vous parle de ça, vous allez tomber dans les pommes en disant mais comment voulez-vous qu'ils J'ai de la marge. Je vais parler de l'Afrique. Ce que j'évoque, l'Afrique, évidemment, c'est la démographie du 22e siècle. Et l'Afrique, aujourd'hui, nous devons penser le 22e. C'est que dans... Là, vous allez... ça y est, vous allez... 8 décennies, le 22e siècle, ça va arriver très très vite. Donc, depuis que je fais ce métier. Oui, mais ça fait pas longtemps. Vous êtes tout jeune, ça fait pas longtemps, mais ça à l'échelle de l'humanité, c'est tout petit. Depuis que je fais ce métier, ça va être la décennie de l'Afrique. Ça va être l'année de l'Afrique. Bon, là, je repousse. Je vous dis, c'est le siècle. Donc, ça me laisse un tout petit peu de marge. Mais là encore, et chacun d'entre nous va le regretter évidemment. Et c'est ça qui crée des déséquilibres mondiaux d'ailleurs, qu'il va falloir adresser de manière très urgente. Mais sans arrêt. Alors, il y a des éléments exogènes qui les font retomber. Sans arrêt, il faut que j'arrive à vous répéter. L'Asie est passée devant nous. La démographie a repris le contrôle de l'économie. Ça y est, c'est fait. Je ne vous parle pas de futur, je ne vous parle pas d'avenir, je n'essaie pas de vous convaincre, je vous mets juste des chiffres sous le nez. Ça y est, l'Asie, 4,3 milliards, a une croissance que nous ne rattraperons pas, que nous ne rattraperons jamais. L'Afrique a une croissance démographique qui va lui permettre d'avoir l'élément, la matière première indispensable dans le nouveau modèle qui s'appelle les cerveaux. Donc notre idée, nous, quand nous sommes présents en Afrique, par exemple, c'est de dire, au lieu de dire, il va falloir... Bon, on a des pénuries épouvantables à court terme sur le cuivre, sur le zinc, sous tout un tas d'éléments de matière première. Ça va être le problème de notre reprise dans l'année qui vient. Mais la vraie question, dans la période un peu plus lointaine, c'est de dire comment on va gérer éventuellement notre position sur les cerveaux, sur l'éducation, sur la formation. Nous devons... Je dis ça à tout ça parce que... Attends, ça s'appelle le grand basculement. Tout ça, ça n'a rien à voir avec... Avant ou après le Covid, Philippe, c'est des lignes de force que vous écrivez là. Et quand même, Stéphane, c'est exactement ce que je dis. Je dis Covid est juste un accélérateur. Et c'est pour ça d'ailleurs, révélateur de je me permets évidemment cette formule un peu rapide en disant bien entendu qu'une tragédie n'est jamais une chance. Mais je dis l'avantage de Covid, c'est que tout d'un coup, ça fait un facteur d'accélérateur incroyable de tout ce que je suis en train d'évoquer. Et que ce facteur d'accélérateur, à mon avis, marque le début du XXe siècle. Alors attends, parce qu'il y a quand même il y a des trucs qui m'ont vraiment intéressé. Et il y a notamment, tu as une phrase aussi assez géniale. Quand une révolution triomphe, c'est toujours quand les forces de l'argent l'ont décidé. Oui. Absolument. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le fait... compris la révolution bolchevique, Philippe Les forces de l'argent, il me regarde avec un grand sourire. Mais oui, bien sûr. Les forces de l'argent, elles avaient l'air hostile à ce truc-là. 1900 quoi 17, ouais. Oui. Vous vous souvenez quand même que les forces de l'argent, là, pour le coup, elles avaient affaire d'un côté ou de l'autre. On est d'accord, la révolution bolchevique, si vraiment qu'on vous revienne... Ah, voilà, ouais, d'accord, ok. Ah oui, là, vous aviez des gens qui avaient intérêt que la Russie s'arrête, on est d'accord. Donc ça, c'était une autre époque, c'est une époque de guerre qui, je l'espère, ne reviendra pas. Et quand vous avez la guerre, vous avez les forces de l'argent qui sont derrière... Qui s'occupent de la guerre. Oui, comme d'ailleurs toutes les forces... Mais sinon, c'est vrai mais sinon, à part ça, donc, mais même, enfin... Y compris la nôtre formidable de 1789. Oui, évidemment, enfin, alors là, on est bien d'accord. C'est même l'archétype de la Révolution. Mais vous prenez les autres, 1830 et 1848, alors là, vous avez tous les éléments où, effectivement, on manipule, enfin non, allez, on manie, je vais essayer d'être moins cynique, on manie tout un tas de très très belles images qu'on présente à nos enfants et peut-être parfois jusqu'au reste du monde, mais quand vous regardez concrètement comment ça s'est passé, on est quand même avec des choses qui sont très rationnelles d'un point de vue économique. La grande différence, c'est qu'à l'époque, les forces de l'argent avaient intérêt à libérer les individus. Je crois que là, aujourd'hui, elles n'ont plus intérêt. Je crois que les forces de l'argent, d'abord, répétons-le, elles sont complètement perdues parce que nous avons cassé les boussoles de l'argent, et ça, c'est un élément, effectivement, historiquement, c'est déjà produit, ce qu'on avait dit tout à l'heure.
l'heure. Et donc là, les forces de l'argent, elles se retrouvent dans une situation où, je le répète, elles cherchent quelque chose de dur sur lequel elles peuvent s'accrocher. Et c'est la transition énergétique. Et c'est l'impact. Non, vous allez plus loin. Oui, qu'est-ce que j'ai dit, mon Dieu? Oui. Parce que vous dites arrêtez avec la transition énergétique, ça suffira pas. Mais exactement, parce que je pense que la transition énergétique, c'est cette façon habile, politique, de parler aux gens, aux vrais gens de la rue, en disant il va falloir changer quelque chose. Comme on a toujours changé d'énergie, on se dit ah bah oui, c'est ça la solution. Non, ça c'était les 200 dernières années où le problème était la production physique. Maintenant, le temps qui vient, c'est le problème du service. Ce n'est plus l'énergie en tant que telle qui est au cœur du problème. Et ce que je dis beaucoup, voyez, c'est-à-dire que la question du mouvement, la question de la production vous pose le problème de l'énergie. Quand vous ne bougez plus, le vrai problème, c'est le transfert de la data. Philippe. Et quand on dit d'ailleurs au passage, juste peut-être parce que tout ça, c'est toujours une critique, on dit, mais vous vous rendez pas compte combien consomme d'énergie la data. C'est là-dedans que vous avez, je vous annonciez tout à l'heure, vous annonciez les progrès qui sont encore possibles dans la data, qui n'ont rien à voir avec aucune autre dimension de l'activité humaine actuellement. Je parle par exemple du quantique, je l'évoque, et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, etc., qui sont des premières marches. Mais là, vous êtes dans des progrès tout de suite, qui sont prêts, qui sont des progrès absolument vertigineux. Et donc, par exemple, quand on va dire... Vous allez voir les chiffres, restez encore une dizaine de minutes et vous allez voir les chiffres que nous donne mais c'est le chercheur quantique qui je vous dis ça, est en train en France de travailler là-dessus. Ça défie l'imagination. Absolument. Et quand ça défie l'imagination, ça veut dire que nous sommes sur des économies dans le mode de fonctionnement que nous ne pouvons même pas imaginer. Exactement comme quand vous étiez à cheval, vous ne pouviez pas vous imaginer la vitesse supersonique. L'autre grande thèse, y compris pas forcément d'ailleurs de sectaires qui veulent la destruction de l'humanité, mais j'entends beaucoup quand même, ou désespérés, rapport de l'Agence internationale de l'énergie, faut une baisse de PIB de 7,5% par an pendant 15 ans pour... Alors, c'est impossible. Alors Stéphane, vraiment, c'est pour ça que j'espérais quand même que vous soyez convaincu un peu plus, parce que du point de vue très très concret, là pour le coup, l'expérience Covid est vraiment passionnante, et on est en train de commencer à la mettre en place en France. Je dirais non pas parce qu'on l'a décidé, mais parce que les gens le veulent. Ils commencent à voter avec leurs pieds. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de plus bouger tous les matins et tous les soirs pour aller à votre bureau, ce que j'évoque là longuement, c'est le fait que nous avons dans notre déroulement historique transformé l'usine physique en usine à service. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi je sais très bien, dans les enseignements que nous faisons, nous utilisons encore des grands auteurs du management qui sont des gens de l'économie industrielle. Absolument. Et donc on a refait la même chose, les mêmes types, c'est plus des cheminées, c'est des tours, mais on a tout reproduit exactement pareil, donc avec évidemment les villes qui vont autour, les gens qu'on met autour, exactement comme on produisait de l'automobile ou qu'on produisait des machines à coudre. Là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'est plus obligé de faire bouger les gens. Mais quand vous dites ça, vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de décroissance douce, alors douce, sauf évidemment pour ceux qui produisent le truc d'avant, c'est-à-dire en termes de tramway, de métro, d'autoroute, de voitures, de fonctionnement des villes. Tout ça, vous n'avez plus besoin. C'est ça qu'évidemment le grand vertige qu'on a aujourd'hui, la grande force de rappel, c'est ce que vous disent toutes les personnes aujourd'hui quand vous les interpellez sur ce qui se passe, quand vous dites télétravail. Vous dites, mais vous vous rendez compte les conséquences ? Ben oui, mais bien sûr, je me rends compte des conséquences. Mais quand je suis en train de vous dire qu'il faut changer de modèle, évidemment qu'il va y avoir des conséquences. La seule vraie question, je reviens aussi là, bien sûr, sur Schumpeter, sur ceux qui ont vécu la précédente grande révolution, ils vous disent, vous inquiétez pas, on est dans une course de vitesse, mais en général, ce qui va le plus vite, c'est le nouveau modèle. C'est pas la fin de l'ancien. Donc, on est bien là, dans cette rupture de vitesse extraordinaire. L'année 2020-2021 représente l'accélération, parce que je le répète, l'ensemble des gens du monde ont dit, on y va. Et quand vous dites qu'ils sont pas d'accord, alors là, pour le coup, là, tous les sondages, j'en évoque un certain nombre dans le livre d'ailleurs, et vous en avez encore récemment qui ont été faits, simplement dans notre petite France, avec, je dirais, nos forces tranquilles de rappel et de confort, vous disent, mais quand même, si on vit différemment, je suis pas contre. Ah, Stéphane, là... Non. C'est encore une fois, c'est ce que je disais, c'est le vertige. Oui, mais c'est-à-dire, vous dites comme ça, tranquillement. Enfin, pas tranquillement d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait votre force, c'est que rien n'est jamais tranquille. Mais vous dites, bon, ben voilà, on se déplace plus, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro, il n'y a plus d'avion. Oui, beaucoup moins. Oui, alors. Mais ça, c'est une mutation économique, une transition économique. C'est ce que je vous raconte. Oui, mais qui d'abord crée un effondrement et qui d'abord crée des crises. Ça y est, vous êtes peur. Vous n'avez pas assisté au cours de Schumpeter à Vienne dans les années 30. Voilà, encore une fois. Vous étiez affolé parce que vous disiez, mais vous vous rendez compte, je suis maréchal Ferrand, je connais le cheval depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui se passe quand on supprime le cheval? Enfin, monsieur Schumpeter, vous vous rendez pas compte? Là, exactement, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est qu'on est en train de voir la chose devant nous. Oui, quand vous avez tout d'un coup
Amazon qui explose. Et je le répète, hein, Amazon, comme Google, j'ai eu la chance d'évoquer ça. D'ailleurs, il y avait plein de citations que je voulais vous donner quand vous me posiez les questions, puis je les ai oubliées maintenant. Enfin, si, je me souviens que je ne vous les ai pas données. Mais quand vous avez rencontré les patrons de Facebook, etc., d'Amazon, qui vous disent, mais ma boîte va mourir. Ma boîte va mourir. Comme vous dites, c'est les pionniers qui étaient encore dans l'ancien monde. Ils vont mourir parce que l'innovation ne cesse d'exploser. Et ils n'arrivent pas à la suivre, par définition. Et ça, quand je dis ça, les gens, alors, me disent tout le temps, non, mais ça, c'est pas vrai. Ils sont énervés là-dessus. La moitié du bilan de Google, c'est du cash. Ils savent pas quoi en faire. Ils utilisent leur cash à racheter leurs actions, à le redonner aux actionnaires. Ils savent plus comment innover. Et à côté, vous avez effectivement, blum, tout d'un coup, des boîtes qui apparaissent, qui n'ont absolument pas vu venir et qui sont en train... Facebook... Alice et Bob, là, ils sont à 3 dans leur garage en train de réinventer l'informatique quantique. Exactement. Voilà, et ça, vous avez ça partout. Donc ça veut dire que ça va changer sans cesse. Mais ça veut dire... l'angoisse... Ça veut dire que les supermarchés, c'est fini, que la grande distribution, c'est fini. Ben, je sais que quand je suis en train de vous dire ça, vous dites j'ai un paquet de clients qui sont justement dans ce secteur. Mais non, ça, c'est pas mon sujet. Moi, c'est pas grave, j'aurais des clients dans les autres mais je vous assure que tous, ils sont en train de... C'est cette mutation. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, là? Parce que vous savez, tout le monde est en train d'écouter l'émission, là, tranquillement, en disant, il est un peu allumé, le gars. Et tout d'un coup, vous êtes dans le secteur, quoi. Et là, vous êtes en train de dire, mais il se rend compte, là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les étages de bureaux qui sont en train d'être aujourd'hui rendus par les boîtes. Mais pas tant que ça. Oui, ben quand même. Aujourd'hui, pas tant que ça. Voilà, ça, je le sais. Aujourd'hui, pas tant que ça. Allez en parler à Courbevoie, etc. Allez voir le nombre d'entreprises qui sont en train de dire maintenant comment on va faire. Le patron de l'établissement public de la Défense était à ta place, Philippe, il y a quelques semaines. Bon, il est jeune et il est jeune. C'est un jeune fonctionnaire. Il n'est pas très inquiet. Oui, mais ça très bien pour lui. On est d'accord que moi, s'il n'est pas inquiet, ça m'inquiète parce que ça veut dire à ce moment-là que Philippe, vraiment le système ancien se reconstruit. Il nous reste 3 minutes. Déjà, mon Dieu, mais on a passé. Ça fait 40 minutes qu'on discute. Est-ce que tu t'es... Il y a quand même quelques pages. Non, mais ça, c'est le monde d'après aussi, tu vois. Ça, c'est le monde d'après. Voilà. Il faut parler. On prend le temps de discuter. Non, au contraire. Voilà. Non, c'était le monde d'avant, ça. Bon, d'accord, très bien. Je pense que le monde d'après, on prend le temps de discuter parce que les choses sont complexes. Perdons pas une minute, allons-y. La dette. Oui, quand même. Moi, je veux pas, parce que toi, tu connais ça. 3 minutes. Oui. Celle qui est rachetée par la Banque centrale, là, en ce moment, elle est pour l'éternité dans les coffres de la Banque centrale. Pourquoi est-ce qu'on fait peur aux gens avec ça? Stéphane, parce que... Mais pourquoi? Parce qu'il faut que les gens aient peur. Non, mais non, Stéphane, tu nous démontres le contraire. Non, attention. Stéphane, le problème, là, si on est vraiment sur le truc à très court terme du point de vue français, c'est que si on dit « Ah oui, mais les banques centrales, elles ont neutralisé une partie ». Non, attention. Elles ne peuvent pas dire on va remettre tout le monde à zéro. Parce que ça, ce serait une décision politique. Et bien sûr, elle la garde cette dette. Non, c'est pas ça le problème. Elle est dans leur livre. C'est qu'aujourd'hui, quand on a eu une étude un peu théorique, mais qui est quand même intéressante, l'Allemagne met 4 ans à rembourser la dette Covid, la France 69 ans, l'Espagne 98 ans. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de la rembourser. Non, ça c'est exactement le problématique de l'après-première guerre mondiale. Donc j'évoque, après-première guerre mondiale, tu peux pas dire tout le monde se remet à zéro, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des boîtes espagnoles qui vont faire couler des boîtes allemandes, qui vont faire couler des boîtes néerlandaises, qui vont dire non mais attends, mais je rêve. Je ne dis pas de remettre à zéro. Ça veut dire voilà, que tu es au niveau d'endettement où tu es aujourd'hui. Ça veut dire que tu laisses un poids différent selon les différents pays, selon les politiques qui ont été suivies avant. Ça veut dire que les cigales écervelées, elles vont payer de plus en plus cher leur statut de cigale écervelée. Ou alors, si elles ne le font pas, on est dans l'explosion des éléments monétaires. Non. Et là, pour le coup, on est peut-être aussi pas loin de ça, parce que les Américains, avec leur façon aujourd'hui de pousser jusqu'à fond le curseur de l'Espagne du siècle d'or, de dire je crée du dollar, jusqu'à ce qui n'est pas possible, là, on est clair, on est en train de dire, tant pis pour vous, vous ne pouvez pas suivre, moi je vais avoir une reprise complètement dopée, complètement artificielle, et les autres, vous allez crever. C'est-à-dire qu'évidemment, mes entreprises vont vous bouffer. Quand tu es là, tu commences à être vraiment en super danger. Donc je crois que là, il ne faut pas se leurrer. La question monétaire, elle est d'abord le reflet, la question de la dette, elle est le reflet, de situations très différentes avant Covid. D'accord. Et de situations très différentes pendant Covid. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces différences qui se sont accentuées, elles ne pourront pas être gommées ni par les uns ni par les autres. Et donc ça signifie effectivement que le problème, il va nous tomber dessus, que tu dises qu'on est 180%, ou voire même qu'on redevient à 70%, mais si les autres ils n'ont que 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es plus compétitif. Ça veut dire que dans un univers concurrentiel, celui qui est à côté de toi, qui était vertueux, il ne pourra pas dire « Ah bah alors d'accord, vous êtes comme nous, parce que vous comprenez, on a créé beaucoup de dettes ensemble, donc on va fonctionner ensemble. » C'est pas vrai. Philippe, et le fait que les meilleures choses ont une fin. Ah, c'est dommage. Mais là, je sens que c'était le moment où j'allais vraiment angoisser les gens. Philippe de Sertine avec nous, et donc l'ordinateur quantique, tout de suite. On repart, les amis, on repart avec Théo Perronin qui est avec nous. Bonjour Théo. Bonjour Stéphane. Alors, on va parler...
on dit informatique quantique d'ailleurs, ordinateur quantique, mais c'est encore informatique quantique ou... Ça fait partie de l'informatique. Ça fait partie de l'informatique. Exactement. Les ordinateurs quantiques, c'est une approche complémentaire à l'informatique classique. Et alors, tu vois, le truc avec cette histoire de quantique, et c'est le grand mérite de Alice et Bob. Alors d'abord, le premier grand mérite, c'est un truc compliqué, sophistiqué, énormes enjeux, et t'appelles ça Alice et Bob. Ça fait personnage de dessin animé. Pourquoi cette démarche ? C'était assez volontaire. Donc les deux personnages, Alice et Bob, sont les personnages emblématiques des exercices de physique et de cryptographie qui représentent le point A et le point B. Les physiciens ne sont pas très créatifs. Et pourquoi appeler l'entreprise Alice et Bob ? Il y a une volonté de ne pas se cacher derrière des gros mots et de dire que c'est... Construire un ordinateur quantique, c'est un exercice bien posé, complexe et qui nécessite une solution élégante. Il n'y a pas de magie dans le quantique, c'est une science extrêmement bien comprise. Une solution élégante ? Oui, c'est le défi qui est devant nous est énorme. Et si on l'approche un petit peu de manière frontale, comme le tentent certains de nos compétiteurs, la tâche paraît insurmontable. Alors, l'approche d'Alice et Bob, c'est de chercher à simplifier le problème avant de l'attaquer. Et c'est une approche qu'on souhaite être élégante. Mais alors, élégante, j'adore. Mais attends, alors, donc Alice et Bob, c'est-à-dire tous les physiciens, en fait, tu dis Alice et Bob à un physicien, il sait exactement... Il pense au personnage A et B dans les exercices. Dans tous les exercices de physique. D'accord. Bon, ok, super. Et alors ensuite, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que on a un espèce de respect, nous qui sommes totalement ignares. Oh, informatique quantique. Wow. Un peu comme avec les vaccins d'ailleurs avant le Covid là. Et puis tous on s'est mis à ouvrir le capot, on a découvert des choses formidables, mais qui sont accessibles. Enfin, il suffit de lire un peu. Même l'ARN messager finalement, on a compris comment ça marchait, c'est assez accessible. Et c'est pour le coup ton grand mérite. C'est-à-dire, donc, comment tu dirais, ça reste une puissance de calcul quand même, le quantique ? L'idée de l'ordinateur quantique, c'est vraiment d'aller exploiter les mathématiques plus riches de la physique quantique pour simplifier la résolution de certains problèmes. Quelque part, le but, c'est d'utiliser un petit peu les outils les plus élaborés que la nature nous propose pour résoudre ces défis les plus colossaux. Un ordinateur quantique, ça servira jamais à rien pour une multiplication, par exemple. Mais par contre, si on veut simuler de la chimie, de la biologie, si on veut régler des problèmes d'optimisation ou d'algèbre linéaire, c'est-à-dire à peu près toute l'industrie, là, c'est la bonne machine. C'est-à-dire un corps en mouvement, une évolution. C'est des problèmes qui vont être à très grande dimension et quelque part, une façon un petit peu grossière de simplifier les choses, c'est de dire que les états de superposition que permettent la physique quantique, d'être à plusieurs endroits à la fois, d'être dans plusieurs états simultanément, vont permettre, quelque part, et c'est faux, mais c'est une bonne représentation, d'explorer plusieurs possibles simultanément et de faire émerger la solution optimale ou la bonne réponse à un problème d'algèbre. On pense furieusement à la météo, à la modélisation de la météo, à la modélisation de l'atmosphère. Il y a probablement, enfin très vraisemblablement des impacts assez forts sur tous les systèmes de mécanique des fluides, sur les équations aux dérivées partielles, enfin tous ces systèmes complexes comme la signature radar d'un avion par exemple ou l'écoulement des fluides le long d'une turbine. Ça, ce sont des problèmes qu'on va pouvoir attaquer. La météo, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est un problème chaotique, donc il y a une vraie question de la précision des données à la base qui limite la précision. Mais je suppose que chaotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne maîtrises pas tous les facteurs. Non, chaotique, la définition rigoureuse, c'est que le système, une petite variation sur les conditions initiales engendre une très grande variation sur l'évolution du système. L'aile de papillon. Exactement. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est passionnant tout ça. Et enfin, tu l'as dit d'un mot, parce que forcément, signature radar d'un avion, c'est pas par hasard si cet exemple t'est venu à l'esprit. Enfin, les armées du monde sont aujourd'hui celles qui investissent le plus sur le quantique ? L'impact de l'ordinateur quantique est estimé dans sa forme aboutie, qui
qui n'existe pas encore, et il y a encore beaucoup de travail devant nous, à plusieurs centaines de milliards de dollars. Je crois que le BCG l'estime entre 300 et 800 milliards de dollars, parce que ça touche à peu près tous les secteurs de l'industrie. Je ne connais pas une entreprise qui, quelque part, se résume pas à un problème d'optimisation, que ce soit le portefeuille financier d'un assureur ou la forme optimale d'une aile d'avion. Je crois que l'algèbre linéaire est absolument partout, dans les simulations de mécanique des fluides, dans l'apprentissage des réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, les armées, en tant qu'ingénieurs, consommateurs d'ingénierie, sont très intéressés, mais je crois que c'est pas ça ce qui nous motive avec mon associé. Ça, je m'en doute. Mais c'est vraiment... Et pas la finance non plus. Non, parce que... les techniques, alors qui s'appellent quant, ont failli quand même, enfin nous ont mis dans une sacrée panade en 2008. Je n'ose imaginer ce que donnerait le quantique si jamais les financiers s'en emparaient, tu vois, sérieusement. Voilà, l'ordinateur quantique, c'est un outil. C'est un outil qui va quelque part mettre sous stéroïdes les ingénieurs, les scientifiques, créer de l'innovation. Et comme tous les outils, ils peuvent être utilisés à bon escient pour s'attaquer au changement climatique ou à mauvais escient pour mener la guerre. Ce que j'ai appris donc grâce à toi, c'est que dans l'état de l'art aujourd'hui, alors ce ne sont pas vraiment encore des ordinateurs quantiques, mais on va dire, font une erreur toutes les 10 opérations. Toutes les 1000 opérations par qubit, par bit quantique. D'accord, vraiment... mais enfin, j'ai surtout le chiffre que j'ai adoré, c'est 10 milliards d'erreurs de plus qu'un ordinateur classique. C'est ça. C'est vraiment de dire qu'on a 19 ordres de grandeur d'erreurs en plus. C'est un défi énorme. Et il y a une très bonne raison à ça. C'est que toi, moi, dans la vie de tous les jours, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on ne se téléporte pas. On n'a pas accès à ces états exotiques de la physique quantique. Et la raison, c'est qu'on vit dans un monde très bruyant, avec beaucoup d'agitation thermique, de désordre, et que ce désordre, tout ce bruit, est très destructeur pour ces états fragiles de la mécanique quantique. Et tout le concept, enfin tout le défi de l'ordinateur quantique, c'est de réussir à avoir une machine qui répond à ce paradoxe qui est d'être à la fois parfaitement bien isolé du reste du monde pour rester quantique pendant toute la durée du calcul, et en même temps, on veut faire un ordinateur. On veut pouvoir rentrer un problème, faire tourner un algorithme, récupérer une solution. C'est ça. Et réussir à marier les deux, c'est le défi de la décennie devant nous. Et c'est là qu'Alice et Bob pensent avoir son épingle à tirer du jeu. C'est là où c'est grâce à toi d'ailleurs, parce que tu l'expliques avec beaucoup de simplicité. Donc je parle sous ton contrôle. En gros, face à ce problème de 10 milliards d'erreurs de plus qu'un ordinateur classique, la réponse classique, c'est de dire... on va faire 10 milliards d'opérations en plus, et comme ça, on va pouvoir, d'une certaine manière, noyer les erreurs, ou en tout cas, refaire toutes les opérations qui feront à l'arrivée, il y aura moins d'erreurs. C'est un peu ça le... Grossièrement, donc c'est plus exactement, c'est dire qu'on veut faire de la correction d'erreurs. Corriger des erreurs, on sait le faire tout le temps, dans un code de carte bleue, dans n'importe quelle télécommunication. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder l'information de manière redondante, mettre plusieurs copies de la même information. Et donc, effectivement, l'approche historique, suivie par nos compétiteurs, c'est simplement de dire, si chacun de nos bits quantiques risque de subir des erreurs, on va en mettre beaucoup et faire des votes de majorité. Et les chiffres actuels, c'est qu'il faudrait de l'ordre d'1 millier de qubits pour corriger un seul bit quantique d'information. Et si en plus on veut pouvoir faire du calcul, il en faut 100 fois plus. Donc à la fin de la journée, c'est 100 000 systèmes physiques pour un seul bit de calcul, sachant qu'actuellement, Google et IBM, qui mènent la course, arrivent à contrôler 53 de ces systèmes. Alors en contrôler 53 fois 100 000 semble assez lointain. Aujourd'hui, parce que Google a dit que... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement d'ailleurs? Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Donc, l'expérience de suprématie quantique de Google de 2000. Suprématie quantique. Le mot est très mal choisi, surtout pour des anglo-saxons. Mais l'idée, c'était de dire à quel moment est-ce qu'un ordinateur quantique réussit à battre son homologue classique, les meilleurs supercalculateurs. L'expérience qui a été très polémique parce que depuis elle a été réfutée dans son caractère, plus fort que classique, c'était d'arriver à faire tourner un calcul et de dire que malgré toutes ces erreurs, à la fin, dans le bruit qu'on récupère, il y a une petite partie quantique qui est très difficile à simuler. Aujourd'hui, il s'avère qu'on est capable de reproduire ces résultats sur un ordinateur portable parce que les techniques de simulation sont améliorées. Mais ce qui est important, c'est de dire que on n'a pas besoin d'aller chercher ces 19 ordres de grandeur comme le classique. On a besoin d'aller en chercher entre 6 et 9 pour s'attaquer à des problèmes d'ingénierie. Et
améliorer d'un facteur d'1 million ou d'1 milliard la qualité de nos bits quantiques, ça semble pas très crédible par simplement améliorer la fabrication. Et ça semble pas non plus raisonnable d'en mettre 100 000 ensemble pour chacun des bits quantiques. Et c'est là qu'Alice et Bob cherchent à innover. C'est vraiment en cherchant une approche élégante à ce défi, qui est de concevoir un système qui, tout seul, par une boucle de rétroaction, va être capable de corriger une partie de ces erreurs, pour simplifier, in fine, la construction de la machine complète d'un facteur 3000 à peu près. Et c'est là que c'est absolument fascinant, c'est que tu as face à toi, Théo, les plus grosses puissances d'investissement de la planète, qui ne vont pas dans ta direction. Depuis peu, on a été rejoint par Amazon, qui maintenant suit nos traces sur la route aux qubits de chat, qui sont ces bits quantiques qu'on a inventés dans le laboratoire et qu'on porte aujourd'hui au sein d'Alice et Bob. Et donc, effectivement, sont des alliés, enfin, sont des compétiteurs plutôt, ils ne sont pas alliés, sont des compétiteurs de taille. Je tiens à ce que tu en parles avec... Je cherche le mot, tant pis, il ne veut rien dire, mais beaucoup d'intelligence sur le cheminement de l'innovation. Parce que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, tu dis, donc effectivement, Amazon a récupéré ce que faisait Alice et Bob, a publié d'ailleurs un papier de recherche, on peut le dire comme ça, citant les travaux d'Alice et Bob, ce qui tout à coup d'ailleurs vous a donné beaucoup de crédibilité. Oui. Mais non, mais c'est super intéressant. Et tout de suite on se dit, ah, Amazon est en train de te dépouiller, ils sont en train de te voler, ils sont en train de te prendre... Et toi, tu réponds, mais non, les gars, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est ça. C'est le jeu. Alice et Bob, c'est une spin-off de la recherche publique française. La volonté de la recherche publique, c'est traditionnellement de publier des résultats pour créer de l'émulation, de susciter des intérêts, que la communauté se saisisse des bonnes idées pour construire dessus. Et Alice et Bob prend le relais. C'est une initiative, mais c'est normal de faire la part des choses entre les travaux qui ont été menés dans le laboratoire pendant nos thèses avec mon associé et les travaux d'Alice et Bob. Et tu dis aussi, à ce stade, en fait, c'est pas une question d'argent. Si c'était qu'une question d'argent, on ne serait pas là. Oui, c'est ça, ça aurait été d'ores et déjà balayé, quoi. Exactement. Ouais. En face de nous, on a tous les GAFA, à l'exception de Apple et Facebook. Enfin, il y a tout le monde à peu près. C'est une course aux enjeux énormes, des enjeux économiques, stratégiques, mais c'est une course qui n'en est qu'à ses prémices. On est vraiment sur la ligne de départ, tout le monde cherche la bonne idée, la bonne piste, et c'est pour ça que les jeux ne sont pas encore faits. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai facteur limitant, des sous, il y en a dans l'écosystème. Le vrai facteur limitant sont les cerveaux. C'est-à-dire qu'en 8 ans, depuis 2012, on est passé du prix Nobel de Serge Haroche et David Wineland, qui étaient les premiers à vraiment manipuler des systèmes quantiques uniques, à une course à l'ordinateur quantique, à construire des machines. Et donc, entre-temps, on n'a pas eu le temps de former des millions de physiciens, d'ingénieurs quantiques. Il n'y en a qu'une poignée d'un millier de l'ordre qui sont capables de concevoir et de construire cette machine. Il se trouve que à la tête de l'industrie européenne, on va dire ça comme ça, à la Commission européenne, il y a un gars dont je sais qu'il est passionné par cette histoire, c'est Thierry Breton. Est-ce que ça aide ? C'est sûr que c'est un virage technologique fort, c'est un catalyseur d'innovation qui va toucher à peu près tous les secteurs de l'industrie, y compris de la biologie et donc de la pharma. Et c'est un enjeu stratégique énorme pour ne pas rester dépendant, notamment à l'ère de la pénurie des puces informatiques, de nos compétiteurs anglo-saxons et chinois dans un climat économique international de plus en plus protectionniste. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les pouvoirs politiques se rendre compte de l'opportunité, de savoir qu'on n'est pas en mauvaise position. En Europe, on a une école de physique très forte, au sens large de l'école. On a une histoire de recherche, de formation, d'excellence qui nous met en très bonne disposition. Par contre, là où on pêche traditionnellement, c'est sur la capacité à transformer l'essai, à se donner les moyens de ses ambitions. Et c'est là où, au sein d'Alice et Bob, on essaye de ne pas avoir froid aux yeux et de chercher à se donner les moyens de ses ambitions pour créer ce leader industriel du quantique sur la base de cette innovation technologique. Parce qu'on est d'accord, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent.
à un moment quand même, ça va être une question d'argent. Quand il va falloir passer à l'échelle, ça va être une question d'argent. On n'imagine pas SpaceX construire ses fusées à 10 dans un garage. Voilà. Donc l'ordinateur quantique, c'est une machine significativement plus complexe qu'une fusée sous pas mal d'aspects, en tout cas plus exploratoire, qui fait appel à de la science plus moderne. Et donc ça va nécessiter à un moment donné de passer la sonde. Alice et Bob a très bien commencé, mais ça reste très timide par rapport aux enjeux qu'il y a devant nous. Bon, on espère qu'à ce moment-là, justement, comme la NASA a été au rendez-vous d'Elon Musk, on espère qu'à ce moment-là, Thierry Breton ou je ne sais qui sera au rendez-vous de Alice et Bob. Merci beaucoup Théo, merci infiniment. Merci beaucoup. Théo Perronin, donc, qui est le patron, l'un des cofondateurs, c'est ça, cofondateur d'Alice et Bob, qui était notre invité sur Bismart.